Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Profondeur. Nous avons toujours, en ce qui nous concerne, observé la vie telle qu'elle se déroule, notre vie à la congolaise. Et nous avons constaté que depuis la nuit de temps, nous tournions, nous faisions du surplace, nous rompions, pour parler plus vulgairement. Alors que dans d'autres sociétés européennes, asiatiques, on évolue. Mais nous ne faisons que tourner en rond. Mais pourquoi cela? Nous avons des fois répondu à cette question. Et aujourd'hui, nous voudrions aller plus en profondeur pour essayer de chercher des résultats idoines, si possibilité il y a. Et je vous présente les invités qui sont autour de moi. Et d'abord, un nouveau, c'est Lambert Kandala. Bonsoir. Bonsoir. Nous l'avons invité parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à sa culture. Il veut pénétrer les secrets de sa culture pour y trouver des solutions qui pourraient l'aider à rebondir, lui-même et tous les siens. Je crois que de ce côté-là, il est possible que nous puissions trouver quelques réponses. Deuxième invité, il s'agit de M. Modeste Bonigaba, que vous connaissez très bien. Et enfin, M. Roger Ganzumba. Je vous dis à tous les deux bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Kibambi. Première partie, nous l'avions déjà faite, en fait. Nous avons déjà posé la question, savoir pourquoi nous n'évoluons pas. Pourquoi nous tournons en rond. Aujourd'hui, très rapidement, nous allons rafraîchir la mémoire à nos téléspectateurs. Monsieur Roger Ganzumba, pourquoi le peuple noir continue-t-il à ramer, continue-t-il alors que les autres prennent des supersoniques, mais nous continuons à ramer? Le problème, le constat que vous faites, M. Kibambi, en disant nous continuons à ramer, c'est lorsque vous regardez les résultats que nous obtenons et que vous les comparez aux autres peuples d'ailleurs. Cela veut dire que nous ne sommes pas satisfaits des résultats que nous obtenons. Mais dans toute société, dans toute entreprise, les résultats qu'on obtient ne peuvent être comparés d'abord qu'avec les objectifs qu'on s'est donnés au départ. On voulait atteindre quels objectifs pour qu'on soit content au nom des résultats obtenus s'ils sont conformes aux objectifs qu'on s'était fixés. Or, en ce qui concerne notre société, je crois que le problème trouve son origine dans le fait que nous n'avons pas appris à objectiviser, à nous définir les objectifs correctement. Alors, le fait de ne pas les avoir pour nous, par nous-mêmes, nous amène alors à aller chercher chez les autres les résultats qu'ils obtiennent pour les objectifs qui s'étaient fixés que nous ne connaissons peut-être pas. Monsieur Modeste Bonigaba. Oui. Je crois que dans votre introduction, vous avez bien montré que nous sommes passés par une période, pour ne pas remonter jusqu'au déluge, nous sommes passés par une période qu'on a appelée la période coloniale. Et à partir de 1960, il y a un changement, du moins sur papier. Et effectivement, lorsque on interroge les archives, on constate que dès 60, Lumumba, comme Kasavubu, était persuadé que ce pays qu'il venait de prendre en main, ils avaient besoin de voir que les Congolais changent de mentalité. Parce qu'effectivement, ils n'étaient pas
on ne pouvait pas s'imaginer que quelqu'un qui sort de la colonisation avec une mentalité de coloniser puisse du jour au lendemain croire que les choses vont changer alors que lui, sa mentalité continue comme avant. Et donc, eux, ils ont compris qu'il fallait que cette mentalité change, mais ils n'ont pas su comment le faire. Est-ce qu'ils l'avaient compris, franchement? Ils ont donné l'impression de comprendre que c'était important que la mentalité change, mais sans vraiment considérer cela comme la condition sine qua non pour que effectivement le développement soit amorcé. Donc aujourd'hui, nous sommes encore en train de payer cela. Parce que dès 60, il fallait qu'effectivement on puisse inculquer aux Congolais devenus indépendants une mentalité du développement et non plus une mentalité d'assister. Or, nous sommes toujours, jusque maintenant, dans cette mentalité d'assister, ce qui fait qu'on n'arrive pas à prendre le bon départ. Monsieur Kondala. Oui, merci. Ce que je vais ajouter quelque chose à ce qui a été dit. Pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs, que nous n'avons pas d'ailleurs? La raison, pour moi, est simple. Nous n'avons pas été préparés à l'indépendance. Parce que l'homme blanc, avant de nous donner l'indépendance, dans les lectures que j'ai faites, il y avait le plan Van Binsen, qui avait dit dans 30 ans ce que deviendra le Congo. Malheureusement, quand nous avons eu l'indépendance, nous avons forcé les choses, on n'était pas préparés à ça. Par voie de conséquence, nous devions avoir que les résultats que nous avons eus. Et progressivement, le Congo, au lieu d'avancer, a commencé à reculer. Et il continue à reculer. Vous êtes de ceux qui regrettent qu'on ait eu l'indépendance en 1960? Je le regrette. Je le regrette pour diverses raisons. Parce que quand vous voyez comment les autres gèrent leur pays par rapport à nous, nous ne sommes pas préparés du tout. Mais quand on a commencé à préparer, nous, en tout cas à l'université, déjà à l'école primaire, où on a vu l'examen de sélection quand on terminait les 6 ans. On posait les mêmes questions à tous les élèves de la République. Ceux qui réussissaient à l'examen de sélection passaient en secondaire. Nous avions les cycles d'orientation. Là, on regardait déjà qui peut faire les sciences, les scientifiques, pédagogiques, littéraires. Et puis, on terminait les 6 ans. Avant d'aller à l'université, les examens d'État, où il y avait ce qu'on appelait l'examen de sélection. Pour orienter, les maturités plutôt, pour orienter les étudiants vers les études supérieures auxquelles ils étaient aptes à répondre. Mais généralement, M. Gazumba, M. Bonigaba, est-ce qu'on peut considérer, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que nous avons également dit au cours de cette émission, qu'on nous a inoculé un poison que nous n'essayons pas, nous n'arrivons pas à extirper, à enlever, en nous donnant l'indépendance de la manière dont ils l'ont donnée, en colère? N'est-ce pas un poison qu'ils ont inoculé en nous? Mais écoutez, le problème qu'il y a, c'est que si nous prenons conscience que nous avons été empoisonnés, faut-il encore que nous définissions quel poison on nous a inoculé? La mentalité du colonisé, elle a continué. Et la mentalité du colonisé, il faudrait que nous puissions trouver par nous-mêmes, pour nous-mêmes, des antidotes qui nous guérissent, qui nous enlèvent ce poison dans les veines. Si nous ne trouvons pas, nous allons mourir. Et nous sommes quasiment morts. Puisque depuis le temps que nous parlons, depuis le temps que nous sommes indépendants, ça fait depuis 58 ans, 57 ans, on fait ce constat-là, qu'on nous a inoculé un poison. Nous avons fait des recherches au cours de cette émission à travers des lectures, notamment nous avons lu le Code noir qui remonte au 14e ou 15e siècle. On a lu d'autres écrits, notamment les mains coupées, les cafés, le sang sur les lianes ou des histoires comme ça. Mais tout ça, nous le savons. Mais comment est-ce que nous procédons pour nous guérir, pour nous sortir de ce piège? Et c'est vous qui avez répondu la fois dernière à la question que vous posez. C'est par l'école
que nous pouvons nous sortir de là. Mais l'école, pas celle qu'on nous a laissée, mais celle que nous devons refonder en ayant déjà bien en tête le portrait robot de l'homme que nous voudrions forger pour le Congo de demain. J'aime un peu caricaturer votre idée, mais c'était l'idée fondamentale que vous avez développée la semaine dernière. Effectivement, M. Kibambi, je persiste à dire que 57 ans après l'indépendance, avec la plupart des citoyens éveillés, instruits, qui ont voyagé, qui peuvent donc faire des comparaisons, nous pouvons comparer notre comportement au comportement des Coréens, des Chinois, des Japonais, puisqu'il y a eu des Congolais qui ont été là-bas, qui ont vu. L'Europe, n'en parlons pas, on y va tous les jours quasiment. Alors, si les Chinois se débrouillent correctement, s'ils obtiennent des résultats, si les Japonais ont démontré, après la catastrophe qu'ils ont connue avec Hiroshima et Nagasaki, qu'ils pouvaient se relever, et récemment avec Fukushima encore, qu'ils pouvaient se relever de tout ça, c'est que nous avons des exemples des gens qui ont subi le même passé désastreux, mais qui s'en sont sortis. Merci, je vous coupe la parole pour la donner tout de suite à Modeste Modigaba. Modeste Modigaba. Oui, effectivement, je suis content que vous me donniez la parole, mais je savais que j'allais finir par Bien entendu. On n'est pas encore fâchés. Vous avez parlé du poison. Quel est ce poison? Je crois que si on pouvait résumer de façon succincte le poison qui nous a été inoculé, moi je crois que je parlerai de la conception que nous avons du pouvoir d'État. Nous Congolais, Africains en général. Pas seulement les gouvernants. Parce que si ce n'était que les gouvernants qui avaient cette conception, il y a longtemps que ça aurait changé. Mais c'est parce que nous-mêmes aussi, les gouvernés, nous adoptons la même conception. Quelle est cette conception que nous avons du pouvoir? Les gouvernants, ceux qui sont aux commandes, peut-être inconsciemment, ou ils croient que le pouvoir est effectivement une chance. Alors qu'ailleurs, le pouvoir c'est une charge. C'est lourd. Donc on y va en ayant des appréhensions. On a vu Macron, quand il a été élu, comment il sentait ce poids, le poids des responsabilités qu'il venait soudainement d'avoir sur ses épaules. Chez nous, les dirigeants, le pouvoir c'est une chance. La tribu, le clan va festoyer pendant tout le temps parce que le frère est devenu tel. Avec ça, c'est très difficile que celui qui arrive au pouvoir puisse effectivement avoir le souci de faire des choses, de transformer, parce que c'était cela qui le guidait. Lui n'est pas allé là-bas pour ça. Et ça, c'est commun à pratiquement toute l'Afrique. Alors avec cette conception-là du pouvoir d'État, on ne peut pas espérer s'en sortir parce que l'Asie, c'est l'inverse. En Asie, on arrive aux affaires. D'abord, la colonisation ne les a pas marqués comme nous. Parce que pour eux, la colonisation a été perçue comme une parenthèse dans leur histoire qui a été refermée. Et ils ont repris ce qu'ils ont toujours eu comme valeur fondamentale. Ils ont juste intégré ce qu'il y avait de bon dans cette colonisation-là. Et aujourd'hui, on voit qu'eux, ils sont en train d'avancer. Mais oui, mais pour parler par exemple de la Chine, au prix de combien de morts, la révolution maoïste, combien de morts? Voilà. Donc, mais vous voyez qu'à ce moment-là, lorsque les Chinois, après avoir connu cette période qu'on peut appeler période d'ajustement, Deng Xiaoping arrive, il dit, maintenant les Chinois ont compris que le développement, c'est cette voie. Il dit, peu importe que le chat soit gris ou noir, l'important c'est qu'il attrape des souris. Ça résume une vision du monde qui est tout à fait formidable. Tout à fait. Alors que nous, on est toujours en train de se demander quand est-ce que nous allons commencer à faire les choses sérieusement. Monsieur Kandala. Oui, merci, M. Kibambi. Moi, je voudrais plutôt aborder le problème dans un autre sens.
ne nous comparons pas à ceux qui ne sont pas noirs. Ah bon? Ouais. Parce que c'est un problème de culture d'abord. Les autres ont une culture. Nous avons perdu notre culture. Et donc nous sommes acculturés. Nous nous comportons comme des parvenus. Et donc il est difficile d'avoir des visions claires pour un développement harmonieux comme ça se passe ailleurs. Je voudrais vous prendre un exemple de deux pays. C'est l'Haïti, qui est dirigé par le noir, et le pays voisin, c'est le Saint-Domingue, c'est ça? Qui est dirigé par le blanc. L'Haïti patauge. Ils étaient indépendants en 1890. Nous pataugeons. 30, hein? Ils pataugent, mais les autres avancent. En Afrique, vous avez parlé, qu'on compare, n'est-ce pas, avec les pays. Allez en Afrique du Sud, avant l'indépendance, avant la fin de l'apartheid. L'Afrique du Sud avait un autre développement. Parce que c'était les Blancs qui étaient aux commandes. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud continue à se développer, mais pas au rythme qu'avant la fin de l'apartheid. Pourquoi? C'est l'homme noir. C'est la malédiction, c'est une malédiction? Nous, c'est notre nature. Nous ne sommes pas critiques. Nous ne sommes pas des gens rigoureux avec nous-mêmes. Nous ne savons pas nous remettre en question. Les autres se remettent en question systématiquement. Avant de dormir, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Qu'est-ce que je veux faire demain? Qu'est-ce que ça va donner? Le noir n'a pas ça, particulièrement le Congolais, d'une certaine classe, ceux qui sont appelés à diriger le pays. Très bien. Le constat, il est fait, il est sévère. Si il doit être sévère, c'est normal qu'il puisse être sévère. Maintenant, que faire? Vous avez dit, parce que nous sommes noirs, et pourtant, il semble que la civilisation égyptienne, c'est nous qui l'avons réalisée. Elle est arrivée jusqu'aux pyramides, qui restent jusqu'à nos jours, des choses qui n'ont jamais été faites ailleurs. Alors, ne pourrions-nous pas dire que c'est un accident de l'histoire, parce que nous sommes arrivés à l'apogée et nous sommes descendus, et la rencontre avec le blanc a fait que lui, le blanc, entre-temps, était devenu supérieur à nous. Il avait la poudre qui est venue de la Chine et tout ça. Et que c'est là qu'il y a eu l'incompréhension. Non. C'est tout à fait différent. Pourquoi? Parce que l'homme noir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a très peu de projections. Nous ne faisons pas de projections. Nous ne réfléchissons pas sur l'avenir. C'est aussi un problème de capacité de réflexion. C'est vrai, quand vous lisez, on dit que l'ascenseur a été inventé par le noir. Ce sont beaucoup de grandes études et de grandes réalisations. On dit, j'ai lu quelque part, sans le noir, qu'est-ce serait devenu le monde? Donc, dans un environnement donné, le noir est capable de donner des grands résultats et des bons. Il y en a à la NASA. Il y a des Congolais qui sont des éminences grises. Mais revenir chez nous, quel est le résultat qu'on obtient? Donc c'est un problème qui n'est pas de l'homme. De l'environnement. De l'environnement. Alors, messieurs, soyons, après avoir connu toutes ces tares, on a dit que c'est par l'école. Bon, d'abord l'objectif. Quel homme? Comment voulez-vous que... Comment imaginer... Quel est le portrait du Congolais que nous voudrions qu'il soit demain, Monsieur Gazumba? Monsieur Kibambi, le problème, pour ne pas tomber dans le questionnement, qu'est-ce qu'il y avait avant l'œuf ou la poule, je dirais, qu'est-ce qu'il faut aux Congolais pour qu'on le juge en fonction de ce qu'il obtient ou de ce qu'il n'obtient pas. Parce que si on disait que le Congolais doit être comme ceci, alors qu'on ne connaît pas les objectifs auxquels il se destine, ça ne servirait à rien de se poser la question. Parce que pour atteindre ces objectifs, faudrait-il être en mesure de... Regardez, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que
avec la collectivisation des valeurs à l'échelle planétaire, certains parleront, dans le cadre des Nations Unies, des indices humains de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on juge les nations à leur capacité à faire atteindre ces indices-là, la majeure partie de ces indices aux habitants de ces pays-là. Par exemple, la connexion au système bancaire, la connexion à l'eau, à l'électricité, la connexion à la santé, à l'école, à l'instruction, à l'Internet, par exemple. Si c'est ça les objectifs qui sont définis par des supra-ensembles tels que les Nations Unies, à titre moindre, nous devrions dire comment atteignons-nous, comment sommes-nous organisés pour atteindre ces objectifs. Mais Kandala est tout à fait négatif. Il dit, bon, c'est congénital, nous n'allons pas y arriver. Enfin, je caricature, comme toujours. Non, si c'était congénital, il ne serait pas licencié en économie comme il l'est. Or, sa licence, il ne l'a pas obtenue aux critères des Congolais, il les a obtenus aux critères occidentaux. Donc c'est possible qu'on dépasse ces contingences. C'est possible qu'on les dépasse. Et alors, maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'à titre individuel, peut-être qu'on les a dépassés, mais c'est à titre collectif qu'on ne parvient pas à avoir des résultats. Ça veut dire que notre cadre de vie n'est pas défini correctement pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Cadre de vie compris comme environnement. Compris comme environnement, compris comme ensemble des lieux où les gens doivent s'exprimer pour être heureux, si on peut s'y résumer. Alors, regardez, si nous nous transposons dans la société traditionnelle, la brousse, la forêt, la rivière, l'eau donc, c'était une propriété collective. Ce n'est pas nous qui avons défini le périmètre de nos brousses. C'était les guerres ancestrales qu'on n'avait pas connues qui avaient amené à ces délimitations. Mais lorsque nous naissons dans ces systèmes-là, nous trouvons qu'il y a la brousse pour aller chasser, il y a la forêt pour aller, il y a la rivière pour aller pêcher, pour avoir du poisson, pour avoir de l'eau. On trouve tout ça, mais on ne se l'approprie pas de la même manière que les Occidentaux s'approprient les biens qui concourent à leur bonheur. Je reviens à vous. Alors, est-ce que ce sont les objectifs qui devraient passer avant? Est-ce le portrait robot de l'homme qui devait atteindre ces objectifs? Par où commencer? Comme il a dit, c'est peut-être le problème de l'œuf et la poule. Oui, parce que nous ici, nous pouvons dire il faut. Mais ça ne va pas arriver parce que nous l'avons dit. Donc, nous devons plutôt faire en sorte que ceux qui pensent comme nous puissent effectivement un jour se retrouver aux commandes pour qu'ils puissent imposer cette voie-là. Parce que si nous n'avons pas cette obsession de vouloir absolument que demain soit façonné de cette façon-là, nous pouvons continuer à faire nos émissions ici, ça ne va rien changer. Mais il faut quand même continuer à le faire parce que c'est la seule possibilité que nous avons de dire ce qui doit être fait. Mais Modeste Boligaba, pardon de vous couper la parole, je n'ai pas cette habitude. Oui. Si nous attendons que nous soyons là, écoutez, nous pouvons attendre très longtemps. Pourquoi ne pas proposer que des gens qui pensent comme nous puissions nous mettre ensemble pour une réflexion qui pourrait nous amener
à faire changer les choses. C'est peut-être moins C'est ambitieux. C'est exactement cela que j'ai dit. Lorsque je vous dis que la mentalité du noir aujourd'hui n'est pas celle qu'il avait à l'époque pharaonique. Sinon, il n'aurait pas atteint ce niveau de raffinement et de civilisation. D'ailleurs, aujourd'hui, on définit la mentalité pharaonique en fonction de 3 éléments. Bâtisseur, entrepreneur et conquérant. C'est cela, c'est cette trilogie-là que nous devons inculquer à nos concitoyens si nous voulons que demain nous soyons effectivement mentalement mus par une mentalité qui nous sorte de l'asservissement actuel. Bâtisseur, cette vision-là, on voit bien que c'est celle qui a fait aujourd'hui les grands empires. Entrepreneur, l'esprit d'entreprise. Notre ami Gazumba qui vient du monde des affaires, c'est ce que cela veut dire. Donc créer les conditions pour que ceux qui ont des aptitudes pour entreprendre, pour créer, puissent effectivement avoir la possibilité de le faire. C'est cela que nous devons nous imposer. Conquérant. Mais alors, conquérant, c'est exactement cela qui nous manque. Parce que nous attendons que les autres nous amènent leur conquête. Ou que nous allions à l'assaut de ce qu'ils ont fait. Oui, donc nous consommons seulement ce que les autres ont apporté. Et si nous avons cette mentalité de conquérant, aller à la conquête du monde, aller à la conquête de nouvelles frontières, là, vous allez voir émerger des génies ici qui vont créer, qui vont inventer des choses auxquelles on n'a peut-être pas pensé jusqu'ici. Donc, c'est ça qui manque aujourd'hui. Si nous voulons qu'effectivement notre pays, notre continent, l'Afrique, puisse redevenir ce qu'il a été à cette époque, eh bien, nous devons d'abord nous faire en sorte que nos enfants puissent effectivement intérioriser ces 3 qualités-là. Monsieur Kandala, je vais vous poser une question. Vous qui avez fouillé dans le passé, dans vos origines, que pensez-vous que nous puissions avoir comme ligne de conduite pour peut-être arriver à cette trilogie? Bonne question, et je réponds tout simplement. Nous devons être responsables et avoir comme sous-bassement la notion de la valeur. En fouillant dans ma culture, les Tchokwe, je peux le qualifier comme un homme complet. Pourquoi? Parce que l'homme a été formé après qu'il soit un garçon initié, ce qu'on appelle le Mukanda. Vous y allez, on vous apprend comment construire une case, comment chasser, comment se tenir dans la société et tout ça. Donc, les fondamentaux sont là. Mêmement pour la femme. Donc, ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est une remise en question et essayer de rebâtir les fondamentaux. Nous les avons perdus. En tout cas, en voyant les jeunes gens d'aujourd'hui, nous, par rapport aux aînés, la dégradation est telle que nous devons faire un effort pour rattraper le niveau que nous avons. Parmi les valeurs, qu'est-ce que vous me citerez? L'honnêteté? Tout. Je résume, il faut être honnête, loyal, correct, poli, courtois, bref, intègre. Courageux? Tout. Moi, j'ai lu un livre de Pierre Dermort, je crois, Les miracles japonais. Qu'est-ce qui a inspiré le développement des Japonais? C'est la culture du Kwendo. Donc, le sabre. On vous apprend à être samouraï. Quand un Japonais lance le sabre, il ne le lance pas comme un jeu. Si vous ne savez pas esquiver, vous êtes mort. Donc, il faut éviter d'être surpris. Quand vous êtes surpris, vous prenez peur. Et quand vous prenez peur, vous perdez le contrôle. Vous jetez le sabre comme... C'est fini, vous êtes mort. Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous posons systématiquement des questions sur ce que nous sommes? En tout cas, mon expérience à travers mes fonctions, la vie en dehors de notre pays, il est clair que nous sommes loin du compte. Il faut refaire, comme je dis, et créer les fondamentaux.
Et au niveau de l'école, on l'a perdu. Comment vous pouvez donner cours à 50 élèves dans une classe? Le professeur lui-même, il est nourri, il est vêtu par les élèves et les parents. Comment voulez-vous construire une société? Qu'il soit respecté, ce professeur. Et la triche? Ah ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Parce que quand nous étudions, et j'avais lui, M. Modeste Bonigaba, comme assistant, comment vous pouvez tricher à l'université? Dans le cours de Van de Velde, par exemple, géographie économique, il y avait 5 questionnaires par examen. Chaque étudiant avait sa question. Vous pouvez amener vos syllabus, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas le temps de poser des questions à l'autre. On a eu le professeur Lukusa, que Dieu ait son âme. Il y a le professeur Nyambo Chabani, le professeur Mabi Moulumba en économie. Comment vous pouvez tricher? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Très bien. M. Lambert vient de parler de l'université, de l'école, donc des lieux où on va chercher les connaissances. Je vais épingler ça par un exemple simple. Les connaissances, c'est comme les outils qu'on se donne pour réaliser un travail. Vous avez déjà remarqué que pour utiliser un couteau, on l'aiguise. Si vous ne l'aiguisez pas, si vous trichez au moment où vous êtes en train d'aiguiser votre couteau, mais il ne va rien couper du tout. C'est comme l'université où on triche, où les points sont transmis n'importe comment. Donc les gens sont quasiment sans connaissance. Ils ont des prétendues qualifications, mais ils sont sans connaissance. Mais sans connaissance, quel résultat voulez-vous avoir par rapport aux gens qui, eux, ont les vraies connaissances? C'est comme nous faisons un concours avec vous, M. Kibambi, vous utilisez un couteau qui est aiguisé, moi j'utilise un couteau qui n'est pas bien aiguisé, on nous donne un arbre à découper ou un morceau de viande, vous allez réussir à couper les vôtres, moi je ne réussirai jamais à couper les miens, même si j'y passe 150 ans. Alors, on revient aux valeurs. La colonisation a été accompagnée par l'Église, mais l'Église nous a quand même donné certaines valeurs que nous avons complètement perdues. Par exemple, quand vous parlez de la triche, mais c'est parce qu'on a perdu, notamment le côté spirituel s'en est allé. Oui, c'est qu'en fait, nous avons non seulement perdu notre personnalité. On a même perdu le peu que les autres. Le peu qu'on a acquis de l'Occident, nous l'avons complètement dénaturé. Aujourd'hui, nous sommes comme une société tout à fait bâtarde, qui n'a pas de repères. Parce que aujourd'hui, vous voyez que les valeurs, comme l'a dit notre ami Kandala, mais les valeurs, mais c'est cela. Donc l'éducation déjà à la base, reçu des parents, c'est pour vous inculquer les valeurs. L'initiation à laquelle on soumet les jeunes de tous les deux sexes, des filles comme des garçons, c'est toujours une fois pour vous inculquer qu'est-ce qu'on attend d'un homme correct, un homme complet. Qu'est-ce qu'on attend d'une femme complète. C'est ça l'initiation. Alors, nous ici, vous voyez que nous ne prenons que la caricature. Aujourd'hui, au lieu, comme vient de dire notre ami Gazumba, au lieu d'aller à l'école pour acquérir des connaissances dont on va se servir dans la vie, on va à l'école pour juste attraper un diplôme sans contenu. Un papier sans contenu. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est le mythe du diplôme qui s'est installé. Les gens, ils disent non, il a son diplôme. Oui, mais lorsque vous grattez un peu, il n'y a rien dedans. Donc, on passe toujours à côté de l'essentiel. L'Église nous a appris aussi beaucoup de choses, mais lorsque nous sortons de l'Église, de la paroisse, une fois que nous avons le dos tourné, nous faisons tout à fait autre chose. Donc nous sommes des êtres tout à fait... dénaturés. Oui, tout à fait perdus. Déprogrammés. Parce que et nos valeurs traditionnelles et les valeurs positives de l'Occident, nous n'avons rien gardé. Nous n'avons gardé que la caricature de tout ça. Résultat, un pays comme le Congo,
qui devrait être le moteur du développement de l'Afrique, est complètement est devenu un champ ouvert à tous les vautours du monde. Et, donc tous les autres peuvent venir se servir, sauf les Congolais eux-mêmes. Donc manifestement, il y a des fondamentaux qui échappent. Monsieur Kandala, parmi ces valeurs, le spirituel est important. Tout à fait. Même dans les recherches que vous avez faites. Ah oui. Ah oui, le Tchoko est fondamentalement spirituel. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans notre société. Nous avons ce qu'on appelle les différentes, disons les différentes cérémonies et rites et initiations, où on nous apprend que pour que vous réussissiez votre année agricole, qu'est-ce que vous devriez faire? On vous l'apprend. Les spirituels, quand vous devez aller à la chasse, il y a les dieux de la chasse. Quand vous tombez malade, vous allez quelque part, il y a des devins, ou je ne sais pas, ceux qui sont préparés pour vous dire ce qui arrive, c'est à cause de telle situation. Si vous volez d'ailleurs, vous allez voir, c'est arrivé plusieurs fois, que la personne qui a volé attrape un gros ventre. Oh là. Ouais. Et s'il ne remet pas ou il n'avoue pas qu'il a volé, après, il est mort. Donc, la rigueur, nous ne l'avons pas. Chez nous, en tout cas, dans notre société culturelle et traditionnelle de base, on nous inculque l'excellence. Quand un Tchokwe fait quelque chose, regardez l'art Tchokwe, on appelle le totombo, c'est la finesse, c'est la profondeur. Madame Bastin, qui a fait des études sur les Tchokwe, il dit quand vous êtes face à une œuvre d'art Tchokwe, vous vous rendez compte que c'est un peuple extrêmement intelligent et organisé. On ne va pas faire l'apologie du peuple Tchokwe. De toute façon, chacun a sa... Vous avez fait des recherches. Oui, moi, j'ai été initié, donc j'en sais quelque chose. Vous voulez dire quelque chose pour Oui, vous avez parlé des enseignements religieux par rapport à ce qui se passe à la triche et tout ça là. Mais la religion telle que nous la connaissons, elle est d'importation. C'est les Occidentaux qui nous ont amené la chrétienté. Mais regardez, quand vous êtes en Europe et qu'il y a quelqu'un qui vole, il commet un larcin, c'est contre le 6e commandement, je crois, dans les disques que laissés par Moïse. Mais ce n'est pas aux prêtres de faire des enquêtes, c'est à la police. Et elle ne triche pas au moment où elle met en œuvre ses méthodes pour dénicher les voleurs. C'est pas parce qu'il va avoir peur de la justice de Dieu que la société européenne règle ce problème. C'est parce qu'il y a la police qui est à côté de la religion qui interdit de voler. Il y a le policier qui est chargé de faire les enquêtes et de trouver le voleur et de l'envoyer en prison. Donc, il y a un concours et du religieux et du contemporain pour résoudre un problème de société. Alors, chez nous, on ne peut pas penser que le fait d'être honnête, ça va vous empêcher. C'est-à-dire que, comme l'a dit mon voisin de gauche, du temps où il était étudiant, il a cité des professeurs qui ne permettaient pas que les étudiants trichent. C'était pas possible. Ça ne passait pas dans leur pratique et c'est devenu leur culture. À ce moment-là, c'est la culture pour toute recherche de la formation utile et utilisable. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le diplôme parce que le diplôme, vous n'allez pas l'utiliser. Vous n'allez pas utiliser le diplôme pour résoudre le problème. Vous allez utiliser les connaissances qu'atteste le diplôme pour résoudre vos problèmes économiques, sociaux, de chimie, de physique, d'ingénierie ou de n'importe quoi. Alors, mon cher ami, nous allons petit à petit nous poser. Oui, je crois que
La meilleure façon, selon moi, d'atterrir, c'est de revenir à ce que nous avons toujours dit, qu'il y a derrière tout ce que nous voyons des pays qui émergent, le Japon, nous avons cité la Chine, nous citons tous ces pays-là, il y a une organisation solide qui a pratiquement tout prévu. On a prévu que l'homme étant ce qu'il est, il n'est pas parfait, donc il faut prévoir un mécanisme de ramener sur le droit chemin tout ce qui essaie de s'en écarter. Il y a la motivation. L'homme, s'il n'y a pas d'intérêt, s'il n'y a pas de motivation, c'est très difficile d'en tirer quelque chose. Donc il faut faire en sorte que chaque individu, dans son parcours, puisse avoir toutes ces choses-là. Parce que sinon, si comme chez nous ici, la philosophie c'est chance et locopamba, là c'est la mort de la société. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de ressort qui pousse à faire l'effort, à travailler avec acharnement, parce que ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. Mais un système qui repose sur de tels postulats, il n'a aucune chance de s'en sortir. Donc il faut absolument mettre en place une organisation qui permette effectivement l'émergence des meilleurs à tous les niveaux, dans tous les domaines. Si on arrive à accepter que c'est cela qui manque chez nous, que ceux qui nous dirigent, on n'en veut à personne, mais si tout le monde doit admettre que la règle de base, c'est que nous devons faire en sorte que seuls les meilleurs d'entre nous soient aux places qui sont là. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de chance et locopamba. En Chine, pour que les Chinois arrivent là où ils sont arrivés, ils n'hésitaient pas à fusiller un ministre qui s'est écarté du droit chemin. Il est fusillé. Mais ici, chez nous, impunité totale. Mais vous ne pouvez rien espérer aussi longtemps que vous n'avez pas compris que la vie n'est pas, comme disait le chanteur, la vie est un combat, et qu'il faut effectivement que tout le monde intériorise cela, et qu'on ne doit pas se faire des cadeaux. Si on ne mérite pas, eh bien on ne mérite pas. Il n'y a pas de raison de dire, voilà, mais celui-là c'est quand même mon neveu, etc. Je voulais poser, M. Kandal, vous aurez la parole tout à l'heure, mais est-ce que nous ne sommes pas une société qui est tellement plongée dans le plaisir que toute construction solide est difficile? Moi, j'ai vu, quand l'AFDEL est arrivé, ils ont essayé un peu de faire quelque chose. Vous savez, les Kinois étaient des Kinéakines, donc, un effort dans cette mare où règne le plaisir, où, comme chez les Romains, il y avait le vomitorium, on a mangé, on va vomir. C'est difficile de construire quelque chose de solide, non? Mais il faut commencer. Il faut pourtant se dire, c'est difficile, parce que justement, ce n'est pas la facilité. Oui, nous devons nous mettre en tête que la voie de la facilité ne conduit à rien de bon. Nous devons nous imposer une discipline de fer. Monsieur Kandala, vous allez avoir l'honneur de conclure cette émission. Oui, je veux dire que la vie, c'est l'espace qui part de la naissance à la mort. Et il y a des choses à faire. Il y a des missions à remplir. Et chacun là où il est, il doit être capable de remplir sa mission. Donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir se remettre en question. La société congolaise doit se remettre totalement en question et à tous les niveaux. Ça devrait commencer par le niveau le plus élevé et le plus bas. Le plus bas, c'est un problème parce que le papa n'a pas de travail. Il ne sait pas subvenir aux besoins de l'enfant. Comment peut-il l'éduquer? L'enfant lui-même, pour aller à l'école, c'est un combat. Donc notre société a des sérieux problèmes. Il faut qu'on la rebâtisse avec une nouvelle mentalité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la question est posée. Je ne sais pas, nous avons pensé avant de monter sur ce plateau, qu'il faudrait vraiment que les intellectuels de toutes les cultures, de toutes les formations, puissent un jour se réunir pour réfléchir. Aujourd'hui, d'autres parlent de la France dans 50 ans. Mais nous ne sommes même pas capables de parler du Congo dans 5 ans. Il faut que nous puissions nous mettre ensemble pour recréer une autre école congolaise qui ferait que
le Congolais ait sa véritable place d'avant-gardiste, puisque c'est le Congo qui est la locomotive du développement de l'Afrique. Cheikh Anta Diop me l'a dit au cours d'une interview. Eh bien, c'est à l'image du courant d'Inga qui doit éclairer toute l'Afrique, mais c'est également à l'image de l'intelligence des habitants de ce Congo qui créeront une école complètement congolaise appelée à, n'est-ce pas, à participer au développement de toute l'Afrique qu'il faudra créer. Mais ce n'est pas à nous seuls, c'est à vous. C'est une idée que nous lançons comme une bouteille dans la mer. À vous de la prendre. Qu'un jour, des séminaires, alors des grands séminaires, pour se réunir pour refonder l'école congolaise. Merci d'avoir suivi ce numéro. Merci, M. Kandala, d'avoir participé. Vous serez désormais des nôtres. Merci, M. Modeste Bonigaba. Merci de ne pas vous fatiguer de venir vous époumoner ici. Merci, M. Roger Gazumba. Merci, chers téléspectateurs. Continuez la discussion entre vous et à la semaine prochaine.